Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Comment gérer les dépenses publiques? Cette question reste encore et toujours la question principale de nos gouvernements, et certains pourraient en venir à croire que l'État est aujourd'hui incapable d'assurer justement la saine gestion de nos finances. En prévision du dépôt du budget fédéral dans un mémoire publié ce mois-ci, l'Institut économique de Montréal n'y va pas de main morte et propose des réformes similaires à une rigueur budgétaire digne des années libérales sous le premier ministre Jean Chrétien. Pour en parler, nous recevons Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour. On attend le dépôt du prochain budget au niveau fédéral. À l'automne, les déficits en 2024 ont dépassé les 60 milliards et vont atteindre les 46 milliards en 2025. Avant de se lancer dans vos propositions, comment expliquer qu'on ne semble jamais être capable d'éviter un déficit, du moins de mémoire d'homme, et donc une croissance de la dette d'année en année, au niveau ici du gouvernement fédéral, mais on pourrait presque dire la même chose du gouvernement provincial. Vous avez tout à fait raison, là, que dans les dernières années, là, on pourrait presque dire les 10 dernières années, on est constamment dans une dynamique déficitaire au fédéral. Ça a commencé notamment avec Justin Trudeau, mais même avant ça, on avait déjà des années déficitaires et on voit qu'on peine à mettre sous contrôle les dépenses de l'État, parce que c'est de là dont s'agit le problème, c'est les dépenses de l'État. On augmente constamment, on crée toujours de nouveaux programmes, on engage aussi, et on y reviendra, beaucoup de main-d'œuvre, et donc ça accroît la pression financière, la pression dépensière des gouvernements. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gouvernements carburent au déficit. En réalité, quand on adopte une perspective un petit peu plus long terme, et qu'on recule dans le passé, on a des gouvernements qui étaient dans une situation fort peu enviable, le gouvernement chrétien, notamment au fédéral, au milieu des années 90, et a décidé de changer de cap, a décidé vraiment de mettre de l'avant une rigueur budgétaire pour s'assurer de reprendre le contrôle. Et donc, ça existe, mais cette époque-là du gouvernement chrétien nous dit une chose, ça prend de la volonté politique. Et pour le moment, tout reste à être démontré pour le gouvernement actuel de Mark Carney. Quelles sont donc les politiques fiscales que vous proposez dans votre rapport? Il y en a quand même quelques-unes. La première des choses, c'est de comprendre le problème. Le gouvernement Carney indique qu'on va réduire les dépenses d'opération, de fonctionnement. Ça a été indiqué il y a plus d'un mois, ça, de jusqu'à 15% sur 3 ans. Mais d'un autre côté, on nous explique qu'on va augmenter les investissements qui pourraient avoir lieu qui pourrait prendre forme sous le biais de subventions. Donc, on comprend que c'est très flou, la mécanique que le gouvernement Carney veut adopter. Et en réalité, ça pourrait beaucoup plus se solder par une augmentation des dépenses qu'une diminution des dépenses, peu importe le lexique employé par le gouvernement fédéral. Une fois que c'est dit, le gouvernement fédéral doit faire 3 choses très, très claires. La première des choses, c'est de couper les subventions aux entreprises. Vous le savez, on a eu dans les dernières années, sous le gouvernement Trudeau et sous les différents gouvernements provinciaux, notamment du Québec et de l'Ontario, une explosion des engagements en matière de subventions pour une filière qui est la filière batterie. On peut penser à Volkswagen, Stellantis, Nordvolt, et on voit également comment ça se déploie, cette filière-là. C'est très difficile et ça va pas de bon train. Donc, ça, c'est une approche que le gouvernement doit cesser, les subventions aux entreprises. La deuxième chose qui me semble absolument incontournable, c'est la baisse en matière de l'effectif de la bureaucratie fédérale. Après une explosion de plus de 100 000 fonctionnaires sous le gouvernement de Justin Trudeau en 10 ans, je pense qu'il est temps de réduire ça drastiquement. On voit que le gouvernement chrétien, quand il était arrivé au pouvoir, a diminué de 17%, de jusqu'à 17%, parce qu'ensuite de ça, il y a eu une augmentation, mais de jusqu'à 17% l'effectif de la fonction publique. Donc, si on adoptait cette proportion-là, à l'heure où on se parle, ce serait une diminution de 64 000 en matière d'effectifs de la fonction publique fédérale, exactement, de fonctionnaires, merci. Donc, ça fait en sorte quand même qu'on peut dégager jusqu'à 10 milliards de dollars. Mais et ils ça, viendraient c'est pas de où, banal. ces fonctionnaires-là, qu'on pourrait laisser aller, dans le sens de dans quel département? J'ai une équation un peu simple à l'esprit, mais la population canadienne monte en flèche, en grande partie grâce à l'immigration, et j'ai l'impression que les services gouvernementaux et donc le nombre de fonctionnaires ne peut qu'augmenter aussi, tout simplement.
Ben, vous savez, j'avais calculé ça l'année dernière et ce qu'on constate, c'est que d'abord, il faut dire que l'explosion de la population a été assez inédite sous Justin Trudeau, Oui. mais c'était très, très peu en proportion par rapport à l'explosion des fonctionnaires. Et ce qu'on voyait, c'est que la croissance était beaucoup plus importante de fonctionnaires. Donc, même si la croissance des fonctionnaires suivait la croissance de la population, on aurait des dizaines et des dizaines de milliers de fonctionnaires en moins à l'heure où on se parle. Et la deuxième chose qu'il faut toujours rappeler, je pense que c'est fort important, c'est quand même de dire que au fédéral, la dynamique de la prestation de service est fort différente qu'au provincial. Vous savez, au provincial, on a tout ce qui est enseignant, enseignante, infirmier et infirmière, tout ce qui est technicien de la santé. Donc, on a beaucoup, beaucoup de services directs à la population. Tandis qu'au fédéral, certes, on a l'Agence du revenu du Canada. Encore une fois, bonne chance si vous voulez parler à un agent. Mais il n'en reste pas moins que vous avez beaucoup de personnes là qui sont dans des bureaux à Ottawa qui vont faire de l'analyse, mais qui ne sont pas dans la prestation de service aux citoyens canadiens. Et donc, pour cette raison-là, une réduction de l'effectif est nécessaire parce que, rappelons, moi je pense que c'est absolument essentiel de le rappeler à chaque fois qu'on parle du fonctionnariat, l'État n'est pas là pour donner des emplois. L'État est là pour s'assurer de fournir des services à la population au plus bas coût. Et donc, par coût, j'entends avec les impôts les plus bas possibles. Et actuellement, je pense que l'État, c'est clair, notamment quand on demande à la population canadienne si elle considère que les services publics fédéraux plutôt se sont améliorés. On comprend que la réponse est certainement pas oui, mais en tout le moins, même si elle l'était, elle est très, très loin de la croissance là, des effectifs et de la pression financière sur les budgets. Donc, ça m'apparaît évident que c'est un élément à revoir du gouvernement Carney. Une réduction est importante. Et puis la troisième chose, c'est également, et je suis persuadé que vous vous en souvenez, mais la multiplication qu'on a vue au courant des dernières années des programmes fédéraux. On peut penser à tout ce qui est l'assurance dentaire, mais aussi l'assurance médicaments. Eh bien, ça, c'est problématique pour deux raisons. La première, c'est que c'est de champ de compétences provinciales. Donc, le fédéral ne respecte pas son champ de compétences et décide d'aller de l'avant avec des programmes. Il faut quand même se rappeler que le gouvernement de François Legault a été très clair sur la question, comme quoi c'est justement une émission dans les champs de compétences provinciales et c'était pas désiré. Et en plus de ça, quand on pense notamment à un programme comme l'assurance médicaments, ben ce qu'on constate, c'est qu'on a déjà des assurances privées pour les travailleurs et donc il y a plusieurs Canadiens qui sont plutôt plusieurs Québécois, mais plusieurs Canadiens plus largement qui sont déjà très bien couverts par leur assurance privée. Et cette dynamique-là de payeur unique pourrait compromettre justement la qualité de la couverture parce que l'État pourrait s'adjoindre de monopoles pour des médicaments précis et donc potentiellement que ça ne serait plus couvert par l'assurance privée. Donc ça vient faire une distorsion dans le marché et ça, je pense que c'est négatif pour les Canadiens et les Canadiennes. Donc évidemment, l'une des raisons principales aussi, évidemment, faut le nommer, mais c'est la question des coûts. C'est des milliards et des milliards de dollars par programme. Donc tout ça pris en compte, on comprend que le gouvernement du Canada et le gouvernement de Mark Carney a plusieurs angles d'attaque, que ce soit les programmes, la réduction de l'effectif ou encore les subventions aux entreprises. Je me rappelle des années chrétiennes, même si j'étais relativement jeune, et la grogne sociale que les coupures avaient engendrée à l'époque, là, j'y vais encore de mémoire, là, mais il y avait des manifestations et on entendait assez communément là, les gens se plaindre de tout ça, là, ce qu'on peut appeler, disons, une austérité. Là, je ne vais pas utiliser des gros mots, là, mais admettons une rigueur fiscale du gouvernement. Donc, oui, il y avait des programmes qui avaient été coupés et le nombre de fonctionnaires aussi. Admettons là, que Mark Carney il va de l'avant et suit vos recommandations et met en place les coupures budgétaires, fiscales au niveau des fonctionnaires, au niveau des programmes que vous recommandez. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à la même grogne? Vous savez, M. Labrec, pour quelqu'un qui ne veut pas avancer considérera toujours que vous allez trop loin, même si vous ne faites qu'un pas. Et en réalité, même si le gouvernement Carney décidait de couper 2 postes, on aurait de la grogne de la part des syndicats. C'est vraiment une institution vouée à l'immobilisme en matière là, du secteur public, notamment fédéral. Et ça, c'est problématique parce que le gouvernement de Mark Carney s'y considère là, qu'on a 64 000 ou même 30 000 fonctionnaires qui ne sont pas nécessaires actuellement. On va voir de la grogne dans l'espace public, notamment des syndicats. Mais en réalité, c'est l'argent des concitoyens, c'est l'argent des Canadiens et des Canadiennes qui envoient à chaque 2 semaines, lors de la réception de leur paie dans leur compte de banque. Il y a de l'argent qui est envoyé à Ottawa. Il y a une partie de cet argent-là qui est versé en financement, justement en rémunération essentiellement, aux effectifs. Donc, c'est une question de respect pour la population canadienne et évidemment qu'il va y avoir de la grogne. Par contre,
à un moment donné, il faut quand même penser à la population canadienne. Il faut pas penser trop à comment les syndicats vont réagir si je m'assure de respecter le dollar du contribuable. Je pense que c'est davantage ça qui doit être fait de la part du gouvernement que de se poser toujours la question et de se gratter la tête. Comment les syndicats vont réagir si je décide de réduire, par exemple, la proportion ou plutôt le nombre de professionnels à l'ARC, par exemple, parce que on n'est plus dans une dynamique où on a la PCU, on a plusieurs programmes différents qui nécessitent justement une augmentation importante mais temporaire du nombre d'employés. Donc, dans cette perspective-là, évidemment qu'il va y avoir de la grogne, mais évidemment que le gouvernement doit faire fi de ça, sans quoi on n'avancera jamais, on ne pourra jamais revenir à l'équilibre budgétaire. Puis ça, si c'est le cas, c'est également abandonner les jeunes générations. Mais la question qui s'impose, c'est de savoir est-ce que Carney va justement avoir le courage politique pour faire ce que vous proposez? On est à l'heure aujourd'hui où on a un gouvernement Carney qui nous explique un peu tout et son contraire. On veut réduire les dépenses, on veut regarder la réglementation et la réduire, on veut réduire également les effectifs, on veut par contre augmenter les investissements, donc des subventions. Et là, évidemment, je reprends le narratif là, qui est dit par le gouvernement parce qu'en réalité, c'est des dépenses et non des investissements. Mais quand on prend tout ça ensemble, on ne sait plus où mettre de la tête. On ne sait plus où donner de la tête et dire, mais qu'est-ce qu'on va voir dans le budget de cet automne? Et c'est là qu'il est important de voir OK, la crédibilité du gouvernement, elle va se déployer comment? Elle va se déployer notamment à travers ce qui va être dans le budget. Si on a des déficits de 90 milliards, si on a des coupes, là, mais à la marge qui Parce qu'on annonce des déficits potentiellement de 90 milliards, là, si je ne me trompe pas, ou à peu près. Voilà. Certains, du moins, l'anticipent. Absolument. On a déjà certains qui anticipent ça. On a le directeur du bureau parlementaire qui nous dit que ça pourrait aller de 70, 80 milliards. Bref, on comprend que les déficits pourraient être beaucoup plus élevés que ce que son prédécesseur, Justin Trudeau, a dit. Donc, dans ce contexte-là, même si on parle de revoir les processus d'approbation de grands projets, de réduire la réglementation, ce sont tous des éléments pour lesquels je suis en faveur. Mais en réalité, le diable est dans les détails. Comment ça va se déployer? Est-ce qu'on va quadrupler les subventions? Si tel est le cas, on a un gouvernement qui est vraiment devant un manque de rigueur en matière de gestion des finances publiques, mais ça, on va vraiment le savoir cet automne, parce que pour le moment, on entend tout et son contraire, et la réalité, un jour, elle va être chiffrée, que ce soit dans le budget, par la suite, c'est dans les comptes publics, et ça, je pense que peu importe le tour de passe-passe qu'on pourrait voir en matière de budget, en séparant deux budgets en capital, mais en prenant certaines catégories qui ne sont pas reconnues comme les subventions, parce que c'est une catégorie du budget de fonctionnement, mais on vient faire certaines petites twists. À la fin de la journée, après chaque année financière, on a les comptes publics, et ça, on peut pas faire de contorsion politique autour de cette comptabilité. C'est une bonne chose en matière de transparence, et on va voir comment le gouvernement Carney va déployer ses politiques. Mais une chose est sûre, à l'heure où on se parle, on est devant quand même une problématique très claire, c'est la dérive du déficit, c'est l'augmentation également de la dette fédérale. Il nous reste à peu près 2 minutes. Je voulais vous poser la question là, qui me semble quand même importante. La dette est toujours relative au PIB. Et le ratio de la dette au PIB au Canada est à peu près 106 %. C'est-à-dire que la dette est 106 % du PIB annuel au Canada. Alors que les États-Unis sont à peu près à 123 %, la France 116 %, le Japon est champion mondial avec 235 % de dette par rapport à son PIB annuel. Grosso modo, le Canada est à peu près 10e, je crois, mondialement en termes de pire ratio dette-PIB. Jusqu'où pouvons-nous aller? Gardons à l'esprit que le Japon est à 235 % de dette par rapport au PIB. Le Canada est moins que la moitié, ça, 106. Jusqu'où peut-on aller avant que, entre guillemets, ça casse en 2 minutes à peu près? On voit que le Japon, là, on est dans une autre catégorie. Là. Ouais. Je pense que c'est à part, vraiment, la population rachète la dette, mais on est vraiment dans un cas de figure exceptionnel. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, c'est plus élevé, mais je pense que vous conviendrez que la situation de la dette est discutée quotidiennement parce que effectivement aux États-Unis ça augmente très 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 rapidement et c'est alarmant cette situation-là. Donc on voit que si on va dans cette direction-là, on s'approche de tout ce qui est de plus en plus alarmant. Il y a d'autres pays qui font mieux dans le G7. On pense à l'Allemagne notamment où on est aux alentours de 60-65 % de dette sur PIB. Il y a d'autres pays quand on recule et on regarde le CDE, Pays-Bas, Suède et autres là, on peut penser aussi à la Nouvelle-Zélande, l'Australie beaucoup plus bas. Donc il y a des modèles alternatifs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une dérive en matière de déficit des pays du G7 et plusieurs pays occidentaux où les gouvernements ne sont pas capables d'accepter que les ressources sont limitées et que les désirs sont illimités. C'est ça le propre de l'économie. Évidemment, on veut tout avoir. Évidemment, on aimerait tout avoir. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est qui paye pour ça? Si c'est pas le citoyen d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain.
Donc, en accumulant les déficits qui se traduisent par une augmentation de la dette, on transfère le fardeau sur les générations jeunes ou futures, parce que de toute façon, il va falloir non seulement payer la dette, mais l'intérêt sur cette dette-là qui augmente, elle augmente aussi. On le voit là dans les budgets qu'on regarde sur 5 ans, que c'est toujours à la hausse. Et donc, ça vient menotter les possibilités futures de soit baisser les impôts, soit de rembourser la dette, ou simplement de mettre de l'argent là où c'est nécessaire. Parce que on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais une autre chose qu'il faut garder en tête et qui est un autre défi supplémentaire, c'est le souhait du gouvernement fédéral d'augmenter les dépenses militaires. Donc, dans ce contexte-là, il faut juste penser que, étant donné la pression qui irait aussi de ce côté-là, le gouvernement de Mark Carney ne peut pas fermer les yeux devant le problème du déficit, devant le problème de l'augmentation des dépenses. Il faut réduire les dépenses, sans quoi c'est les Canadiens et les Canadiens de demain qui vont être trop endettés. Il faudra organiser un débat entre vous-même et quelqu'un qui défendrait l'idée de la théorie monétaire moderne, Modern Monetary Theory en anglais, là, qui, je résume très très brièvement ici, dit qu'il n'y a pas vraiment de limite à l'endettement et qu'on peut toujours imprimer plus d'argent pour financer nos endettements. Ça serait absolument génial. Absolument, ce serait un grand plaisir, mais je suis pas sûr que la population aimerait ça avec l'inflation. Ah ouais, peut-être. Gabriel Giguère, analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Merci. C'est un plaisir. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Soyez des nôtres demain à 12h15. À la technique, Daniel Fortin. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.